À nous la liberté, un film de 1931 de René Clair, qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans les rôles principaux Rolla France, Germaine Osset, Raymond Cordy, Henri Marchand. Le sujet: deux évadés de prison, il s'agit de Raymond Cordy et d'Henri Marchand, se retrouvent quelques années plus tard. Raymond Cordy est devenu directeur d'une grande usine, alors que Henri Marchand est resté vagabond. Raymond Cordy aide son ami pour qu'il puisse se marier, puis, lassé du chantage d'anciens codétenus, il laisse son usine aux ouvriers et s'enfuit avec Henri Marchand, que sa fiancée a abandonné. Notre avis. À nous la liberté est le troisième film parlant et sonore de René Clair, et c'est certainement le plus politique de la bonne vingtaine de films parlants qu'il réalisera. Si À nous la liberté est un film anticapitaliste, et plus généralement un film hostile à toute autorité, ça n'est pas pourtant un film communiste, d'abord parce que René Clair n'est pas communiste, et puis surtout parce que la morale de ce film, qui fait un parallèle entre la vie carcérale et la vie au travail, la morale du film, la solution proposée par le film, ça n'est pas un embrigadement dans une armée prolétarienne en vue d'un grand soir pour imposer une révolution sanguinaire. Non, ça n'est pas ça. La solution de René Clair, c'est une solution individuelle, individualiste, libertaire, à savoir que l'individu doit s'évader, se libérer des tyrannies de l'autorité pour accéder à une forme de bonheur simple et réel. D'ailleurs, ce film contestataire n'est pas traité sur un mode très sérieux, c'est un film léger, amusant, avec des chansons. Oui, ça n'est pas un film de propagande, de bourrage de crâne révolutionnaire, c'est un film très réussi d'un point de vue artistique. Car René Clair est avant tout un artiste. Et d'ailleurs, dans ce troisième film parlant et sonore, il continue ses expérimentations concernant la nouvelle manière de raconter des histoires avec ce nouveau cinéma parlant et sonore. Et c'est ce qui peut peut-être un peu troubler le spectateur contemporain, car la bande-son n'est pas traitée comme on en a l'habitude aujourd'hui. Oui, en ce début des années 30, il y a deux manières de considérer la bande-son. Alors la première, c'est la plus conventionnelle, et c'est celle qui va triompher. Eh bien, la bande-son, c'est du dialogue avant tout. Du dialogue qui malheureusement souvent ne fait que commenter et paraphraser ce que l'on voit à l'écran, alors que, c'est la deuxième méthode, c'est celle de René Clair, on peut également considérer la bande sonore comme étant un mode de narration quasi indépendant et qui raconte également l'histoire. Alors, dans cette manière de faire, les dialogues sont rares, mais les bruitages sont nombreux et surtout ce sont des bruitages qui ont un sens. Dans À nous la liberté, les prisonniers du pénitencier sont décrits également par la bande-son avec le bruit des chaînes, et les ouvriers de l'usine sont également décrits par la bande-son avec le bruit des outils et du travail. Bon, c'est comme un leitmotiv wagnérien. Les sons ont une signification dans l'histoire et on retrouve des redites et des allusions durant tout le récit. Mais René Clair n'est pas seulement un réalisateur qui s'essaye au nouveau cinéma parlant et sonore, c'est également un maître du cinéma muet. Et dans À nous la liberté, nous avons de très belles séquences de cinéma muet, mais mis au goût du jour du parlant. Alors nous avons notamment de très jolies scènes de course-poursuite qui sont typiques du burlesque muet, et nous avons également de jolies scènes poétiques lorsque les deux personnages, les deux prisonniers, se retrouvent quelques années après et vont faire de nouveau connaissance, vont réapprendre à s'apprécier, et puis donc l'amitié va renaître. Eh bien, dans toute cette scène, les dialogues
sont quasi inexistants, mais en revanche, l'image, le jeu burlesque des personnages nous fait comprendre que, eh bien, le courant passe de nouveau, ils sympathisent, l'amitié renaît. À nous la liberté est un film tout à la fois poétique et très dense, très riche. On nous raconte beaucoup de choses à chaque image et il y a toujours un parti pris du réalisateur. Alors par exemple, lorsque les prisonniers sont filmés au travail, René Clair choisit un angle de vue bien particulier et nous allons retrouver ce même angle de vue lorsque nous allons voir les ouvriers au travail. Évidemment, c'est pour faire comprendre aux spectateurs l'analogie, le parallélisme qu'il y a entre la vie carcérale et la vie de l'ouvrier. Et pour que cela soit bien clair pour le spectateur, c'est le même acteur qui joue tout à la fois le rôle du surveillant de prison et celui du contremaître de l'usine. De même, les décors participent à la narration du film. C'est ainsi qu'on va comprendre et suivre l'enrichissement de Raymond Cordy, le directeur de l'usine, eh bien en découvrant scène après scène de nouveaux décors pour l'usine. Alors au début c'est une modeste boutique, des entrepôts, et puis au fur et à mesure du récit, tout ça devient de plus en plus monumental et gigantesque. René Clair a beaucoup de choses à nous dire dans ce film et il le dit de mille et une façons. Le spectateur est sollicité donc constamment, il n'y a aucun temps mort et c'est la raison pour laquelle on revoit toujours ce film avec plaisir. À nous la liberté est d'ailleurs un film si réussi qu'il ne manquera pas d'aiguiser les convoitises d'un célèbre prédateur du cinéma, à savoir Charlie Chaplin qui, indépendamment de son talent de réalisateur incontestable, était un personnage bien peu sympathique. Oui, rappelons-le, le succès des aventures du gentil Charlot doit beaucoup à l'armée de gagmen employés, pour ne pas dire exploités par Charlie Chaplin, dont un certain petit Français, Claude Autant-Lara, qui a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. S'agissant de À nous la liberté, Charlie Chaplin y volera deux scènes importantes pour réaliser son propre film Les temps modernes. La première, c'est celle très connue où l'on voit les ouvriers qui travaillent à la chaîne faire une série de gags. La seconde, c'est la scène finale du film où les deux amis réconciliés partent sur une route de campagne. Et d'ailleurs, la conclusion des deux films est la même. La solution, c'est l'insouciance, c'est une liberté individuelle, c'est un affranchissement personnel. Bien sûr, tout ça n'est pas du goût du producteur, la société allemande Tobis, qui n'ira pas cependant jusqu'au procès car Charlie Chaplin, prenant les devants, versera plusieurs millions d'indemnisation à la Tobis pour que l'affaire n'aille pas plus loin.